À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue ici à la rencontre avec Malcolm Cardinan. Parler de son livre Une écologie décoloniale, penser l'écologie à partir du monde caribéen, qui est paru aux éditions du Seuil en 2010. Bonjour Malcolm Cardinan, bienvenue parmi nous et merci d'être là. Bonjour. Alors, je voudrais également souligner en fait que l'événement aujourd'hui est organisé en collaboration avec le PAC, donc Présence et Action culturelle. Et Barbara va un petit peu présenter un peu très brièvement. Donc, Présence et Action culturelle est un mouvement d'éducation permanente qui développe des formations, des études et analyses. D'ailleurs, pour découvrir notre on va dire par la culture pour le faire dans des lieux de prison et des campagnes de sensibilisation. Depuis plusieurs années, on développe des projets citoyens à dimension écologique, mais on a aussi ouvert un chantier pour traquer la question des inégalités, des discriminations avec celles des chantiers environnementaux. Et au nom de ce mouvement, je souhaite aller un peu plus. Merci beaucoup. Et je voudrais également remercier l'Horloge du Sud de nous accueillir aujourd'hui. Sans cela, ça aurait été compliqué, ça aurait été un tout petit comité. Donc, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Et je voudrais aussi vous présenter donc, la librairie Petit Pouce. Certains d'entre vous qui ne seraient jamais venus, c'est en fait une librairie qui existe depuis près d'un an et demi, que j'ai créée et qui, avec un amour certain pour la littérature, mais aussi avec la conviction profonde qu'il y avait en fait des vies et des histoires qui n'étaient pas représentées dans notre espace public, et qu'en même temps qu'on ne les représentait pas, c'était aussi l'occultation d'une partie de notre histoire. Et donc l'idée de Petit Blue, c'était de le ramener au centre avec les autres vies et les autres histoires. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, Malcolm Cardinan, pour vous introduire un petit peu et vous présenter. Donc, vous êtes ingénieur en environnement et philosophe. Alors, si je me trompe, vous me dites et vous pouvez réaliser. Avec des domaines de recherche que l'on peut situer aux articulations et parcours sur les questions politiques, l'histoire coloniale, mais aussi les enjeux de la préservation écologique. Et vous êtes martiniquais et votre essai est en fait inspiré et tiré de votre thèse de doctorat en philosophie. C'est ça. Okay. Si vous voulez ajouter quelque chose Non. Déjà, merci à vous et à Barbara et à l'Horloge de nous recevoir. Merci à vous d'être là. J'ai hâte de pouvoir échanger et qu'on puisse se rencontrer. C'est pour ça que je suis Alors, l'idée ici, ça va être on va avoir un échange dans un premier temps et ensuite il y aura un moment où le public pourra échanger. Voilà. Alors, lorsque l'on lit votre titre, une écologie décoloniale, il y a derrière l'idée qu'il y aurait une écologie qui serait plutôt coloniale. Donc, qu'est-ce que ce serait et par conséquent, quels seraient alors les enjeux d'une écologie décoloniale? Alors, il y a plusieurs choses. Le point de départ un des points de départ est effectivement de se rendre compte qu'il y a eu une construction de l'objet écologique, une construction classique de l'objet écologique qui a pour trait, on va dire, de faire fi de l'histoire coloniale esclavagiste du monde. Aujourd'hui, il y a un ensemble par exemple, de textes des grands fondamentaux de l'écologie qui vont se donner une généalogie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, voici les premiers penseurs, alors souvent ce sont des hommes, des hommes blancs, voici les premiers qui ont porté le souci écologique, et souvent ce sont des personnes comme Henri-David Thoreau aux États-Unis, ou Jean-Jacques Rousseau en France et en Suisse, qui, on va dire, dans la scène de pensée, ne prend pas en compte ce qui se passait au même moment, du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'exploitation de peuples indigènes, le transbordement de peuples africains et la mise en esclavage. Et donc, du coup, ça donne lieu à une forme, à ce que j'ai appelé non pas une écologie, mais un environnementalisme, qui consiste à regarder uniquement ce qui arrive à ce qui se passe au niveau des écosystèmes, des non-humains, en faisant fi finalement de toutes ces questions sociales, politiques et particulièrement questions coloniales, décoloniales. Et cela crée quoi? Cela crée en fait une sorte de vision totalement bornée, où des personnes comme Pierre Poivre, qui a été célébré parce que, intendant au XIXe siècle de la colonie de l'île Maurice, qui s'appelle l'île de France, mais aujourd'hui c'est l'île Maurice,
et qui est célébrée pour avoir été l'un des premiers en fait unis entre déforestation et diminution de la pluie. Et voilà, dans des livres, on a parlé des 100 plus grands écologistes qui y figurent. Ce qu'on oublie, c'est que c'était un intendant d'une colonie esclavagiste. Et que lui-même, il avait, après 88 esclaves, il a œuvré pour que l'Empire français puisse s'étendre, avoir d'autres colonies, etc. Et on passe ceci sous silence. On dit, on retient que l'environnementalisme. On oublie qu'en fait, la préservation de la forêt à ce moment-là participait d'une économie esclavagiste et participait de ce que du coup, on peut appeler une écologie coloniale. C'est-à-dire une écologie qui a vocation à maintenir cette habité de la Terre, maintenir ce que j'ai appelé une habité coloniale, extrêmement violent vis-à-vis des humains. Je m'arrête là parce que sinon je vais continuer. Donc voilà, face à une question environnementale qui généralement regarde obstinément et l'analyse, elle regarde souvent vers le futur, vous décidez donc de regarder vers le passé. Oui, parce que on part bien de quelque part. Alors, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a un groupe d'universitaires autour de la collapsologie, notamment en premier lieu Jared Diamond, qui a écrit ce livre dans l'effondrement il y a quelques années, qui fait de même. Ce groupe fait de même, notamment en se demandant mais pourquoi les sociétés s'écroulent pas. Ce qui est remarquable, c'est qu'il a fallu attendre le moment où l'ensemble des sociétés de pays du Nord se retrouvent menacées pour qu'un collectif de chercheurs se dise bon, tiens, on va s'interroger sur ce que c'est l'effondrement. Or, quand on regarde l'histoire coloniale, on voit que l'ensemble des sociétés ont connu des effondrements terribles. Il faut savoir la colonie française, entre guillemets, de Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Tahiti avec Saint-Domingue, qui en quelques décennies finalement perd la quasi-totalité de la population de Taïnou et va laisser place à finalement une déforestation aussi massive dont on voit les résultats encore aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis parti du passé qui est tout aussi présent, c'est-à-dire de ce moment où on constitue ces fractures du monde, on constitue ces lignes, finalement, où on va distinguer ceux qui comptent de ceux qui ne comptent pas, les territoires qui sont importants, les territoires qui sont importants, des personnes qui sont importantes, celles qui sont importantes. Et si on ne regarde pas le passé, alors dans la projection des problèmes perçus, des problèmes à venir, des problèmes qui sont déjà, des problèmes écologiques qui sont déjà là, on va reproduire ces mêmes formes de domination. Et on le voit aujourd'hui dans les discours, dans certains discours, y compris sur le climat, où on a eu des présidents, notamment des présidents français, qui se sont exprimés en disant bon, en fait, le problème du changement climatique, c'est que les femmes contrôlent l'eau. On a, voilà, Sarkozy parlait des femmes nigérianes, notamment à la gauche. C'est un discours qui est à la fois raciste et misogyne, parce qu'il fait porter le poids du changement climatique non seulement sur les femmes de couleur, mais en plus sur les femmes. C'est-à-dire que c'est leur faute, quoi. Et c'est un discours qui consiste à dire bon, en fait, là d'où on parle, c'est-à-dire la société, par exemple, française, hexagonale, on n'a rien à changer. On n'a rien à changer, notre modèle capitaliste. Le problème, c'est ceux qui sont. Et il y a toute une lignée, en fait, de personnes qui mettent ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partir de cette histoire. Vous êtes également, dans votre analyse, il y a quelque chose que l'on retrouve très fort, c'est que votre perspective, en tout cas d'analyse, elle est toujours inscrite dans un monde commun. Donc vous ne partez pas dans une analyse où il y aurait un monde à part dans lequel on peut. Il y a cette idée, donc vraiment obstinément, le monde il est commun, et aussi il y a la partie très très inclusive, aussi bien, vous parlez aussi bien du monde que du monde là. Est-ce que vous pouvez en fait, la question du monde traverse ce livre et traverse aussi des aspirations philosophiques, en fait, qui est une question qu'on ne peut pas éviter. Et parfois, beaucoup se disent, en fait, je peux trouver mon point séparé. Finalement, le monde, il est là. Et
le fait qu'on habite sur une Terre nous pousse à poser cette question. Et le monde n'est jamais donné, n'est jamais acquis. Et en fait, il n'est pas toujours commun, précisément. Et que le monde commun est toujours une construction collective, politique, qui peut advenir ou ne pas advenir. Il est très bien possible d'habiter la Terre, d'habiter une même Terre sans monde. Et l'habité colonial est précisément cela. Ce que j'appelle l'habité colonial, c'est cette conception de l'être sur Terre qui a été mise en place notamment par la colonisation des Amériques à partir de 1492, qui consiste à dire ceci: je vais habiter la Terre à condition que celle ou celui avec qui j'habite me ressemble. C'est le moment où voilà, on passe les accords entre pays européens, on se dit voilà, entre princes chrétiens, etc., on peut se partager des terres. Mais par contre, si vous êtes taïno, si vous êtes noir africain, à ce moment-là, vous n'avez même pas droit à la parole, etc. Et c'est une habité violente parce qu'il consiste à dire ces terres-là sont prévues pour l'enrichissement de certaines personnes. Et c'est là où on voit que le traitement fait aux humains et aux non-humains est commun pour le coup. À travers l'une des formes les plus connues de cette activité coloniale est la plantation, les plus visibles de la plantation. La plantation, c'est le moment où finalement on va confondre en même temps à la fois ce qui arrive à la terre, à certains animaux, à la fois ce qui arrive à certains humains. Et c'est pour ça que cette réalisation-là m'a poussé à dire, mais en fait, on ne peut plus penser l'émancipation uniquement des humains, en l'occurrence des colonisés, des noirs, des femmes, si on ne pense pas aussi la manière dont ces dominations-là ont été intimement liées à une exploitation compulsive capitaliste de l'humain. Aux plantations de sel. D'ailleurs, de nos jours, il est de plus en plus admis, en tout cas, que pour penser la question écologique, il faut inclure les autres luttes, il faut les conjuguer. On parle des luttes féministes, et donc vous le soulignez bien, mais aussi les rapports de classe, le fait qu'il faut avoir un autre rapport à la nature, de manière en tout cas qui soit moins utilitariste, ce genre de choses. Mais la question raciale reste quand même un impensé de cette réflexion écologique. Et vous, pour vous, elle est centrale et importante. Pourquoi? Elle est centrale et importante aussi parce que c'est lié à l'histoire coloniale. Et effectivement, ce que je montre mon livre en comparant cette double fracture, on a d'un côté ceux qui s'intéressent aux questions environnementales, y compris de manière critique, au niveau de l'écosocialisme, au niveau de l'écoféminisme, par exemple. Et d'un côté, ceux qui s'intéressent aux questions raciales, aux questions scolaires, etc. Et je montre que même dans ces recoins critiques, un certain type de pensée écologique a fait totalement fi de cette question coloniale, de cette question raciale. Et ce qui se passe, alors, c'est ce que je pointe, et je ne suis pas le premier à le faire, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, certains groupes, certaines associations, certains penseurs reconnaissent cela et se disent, bon, voilà, très bien. Bon, il faut juste ajouter un petit point à notre paragraphe. On a une bibliothèque, la bibliothèque est bien construite sur du bon fondement. On va juste rajouter une petite étagère, on va appeler colonial, racisme, etc. Je montre que c'est absolument pas le cas. Au contraire, que la question coloniale est dans l'ossature même de la bibliothèque. Et que, je pense que, par exemple, les mouvements écolos ont aussi à faire un examen critique de leur histoire. Comment ces critiques ont pu se constituer, pour une bonne partie, dans des pays multiraciales, multi-ethniques, multi-immigration, etc., dans reconstituer des espaces où la diversité est bien moindre. Diversité, bien sûr, en termes de classe, mais aussi en termes de race.
C'est ce qu'on fait, par exemple, voilà, dernièrement, le Sierra Club qui reconnaît, il a fallu qu'il y ait un énorme mouvement de Black Lives Matter pour qu'il reconnaisse. Il y a eu des débuts, on va dire, un peu sombres. Mais on ne peut pas faire fi. Et ça veut dire quoi, faire fi de la question raciale? En fait, ça veut dire occulter toute une partie de celles et ceux qui peuplent la Terre. Et ça veut dire, en fait, qu'on se dit, bon, on peut penser la Terre sans ceux qui l'habitent. Donc on reproduit encore une fois la décoloniale. Et on produit des solutions qui maintiennent finalement la marginalisation de tout l'ensemble de la planète. Et dans cette analyse, le bateau de Juillet est une métaphore centrale aussi. Oui, tout à fait. Alors, bon, j'aime bien les navires. J'ai grandi sur l'île, effectivement, voilà, la mer. Mais au-delà de cet aspect-là, en lisant un ensemble de théories écologistes, même de textes, je me suis rendu compte que la figure du monde tel un navire, tel le Spaceship Earth, ou le vaisseau monde, le navire monde, est extrêmement présente. Quand on veut, par exemple, signifier la situation du monde face au réchauffement climatique. Mais en creusant un peu plus, on voit que ce n'est pas n'importe quel navire qui est présent. Donc, souvent, c'est le navire qui fait référence à l'histoire de l'arche de Noé. Celui qui le fait de manière extrêmement belle, extrêmement puissante, mais avec qui je suis totalement en désaccord, c'est Michel Serres, notamment dans ses livres Contre-naturel et bien d'autres. Et au-delà de l'histoire, ce qui m'intéressait, c'est quel est le contenu politique d'une telle métaphore. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça montre comme rapport? Et ce qu'on occulte un peu, c'est que l'histoire d'Arche de Noé est une histoire qui est extrêmement violente. Une histoire d'une sélection, en fait, de celles et ceux qui vont être sauvés et de celles et ceux qui vont être abandonnés à qui. L'histoire aussi, alors, celles et ceux humains et inhumains. Et d'ailleurs, dans l'Arche de Noé, on ne sait jamais comment ces paires d'animaux et cette famille de Noé vont cohabiter. Et je me suis dit, en fait, penser l'écologie depuis le monde caribéen, c'est aussi pencher à partir de cet imaginaire, notamment l'imaginaire colonial esclavagiste. Et nous avons aussi un navire qui est annonciateur d'un certain monde, qui est le navire de. Et j'ai voulu travailler, finalement, prendre à l'envers cette image, et du coup penser l'écologie à partir de la métaphore du navire de. En montrant que ça a des fonctions politiques qui me paraissent beaucoup plus intéressantes. D'une part, la première chose, c'est qu'on voit très bien qu'on ne peut pas faire fi de la question politique. On ne peut pas penser donc, la question de l'environnement uniquement tel un promeneur solitaire. En fait, le rapport de domination et les désirs d'émancipation sont les conditions à partir desquelles on va penser aussi le rapport interne et le rapport au monde. Donc c'est pour ça que j'ai voulu finalement mettre en avant cette figure. Et je le fais de plusieurs manières. Donc il y a une façon qui consiste au début de chaque chapitre, de faire appel à l'histoire de vrais navires navigés, avec ses vrais trajets, et aussi avec son contenu, d'hommes, de femmes, d'enfants. Bon, peut-être tout à l'heure, je pourrais dire un extrait. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce choix, au-delà d'une certaine inspiration, c'est que il y a un tel refoulement de l'histoire esclavagiste en France, notamment, que j'ai voulu que celles et ceux qui s'intéressent à l'écologie aient à se confronter à cette histoire et à se confronter à ces noms qui paraissent totalement en décalage, voire hypocrites, avec des noms tels que Justice, Ami, des noms comme Gaïa, par exemple, qui en fait, et des noms comme Noé. Il y a eu un navire négrier qui s'appelle Noé, qui en fait est parfois des navires français. Des navires français qui partaient de Nantes, du Havre, de La Rochelle, de Marseille, et qui au fond, alors que
alors qu'ils portent ces noms, on va dire, positifs, vont s'adonner à des atrocités et ce geste, en fait, il permet, parce que dans le livre, souvent, en dialogue avec cette généalogie classique de l'écologie qui a ses penseurs, qui a ses concepts anthropocène, premier en solitaire, nature, et en fait, je suis en discussion en montrant voici ce qui est caché et voici ce qu'on propose d'autre à partir de cette imaginaire. Ici, en fait, face au concept d'anthropocène, qui consiste à désigner une période géologique qui met en évidence la crise écologique dans l'impact que les activités humaines ont sur l'écosystème terrestre, vous opposez un autre concept. Vous proposez un autre concept qui est celui de l'anthropocène. C'est ça. Alors, le point de départ est effectivement cette discussion critique du concept d'anthropocène. Ce concept est critiqué aussi par des géologues, mais et il est critiqué aussi par des anthropologues, des sociologues, enfin, voilà. L'une des critiques principales est de se dire, mais en fait, comment peut-on nommer une ère à travers ce nom anthropos, l'homme, comme si cet homme, en fait, qui est abstrait, serait responsable de tous les noms de la Terre. Et en faisant cela, en fait, on homogénéise quelque chose qui est au fond extrêmement divers, extrêmement pluriel, avec des différences de construction. On sait très bien que ce ne sont pas, par exemple, les habitants de Port-au-Prince en Haïti qui ont contribué le plus au changement climatique. Ou alors certains quartiers à Soweto ou dans d'autres. Mais en fait, cette façon d'amalgamer et de rassembler tout en un tout, c'est une manière qui permet de cultiver une irresponsabilité. Il consiste à dire, en fait, on n'a aucun compte à rendre à ceux qu'on a dominés, et en fait, même, comme le discours de certains présidents, c'est eux qui créent les problèmes. C'est eux qui créent les problèmes parce qu'ils sont trop nombreux. D'autres termes ont été proposés avant moi, comme le terme capitalocène, qui tente de mettre l'accent sur cette importance du capitalisme dans la destruction de la terre et de tout le monde. Il y a le terme de plantationocène qui a été proposé par Donna Haraway et Anna Tsing, qui consiste à dire, en fait, c'est aussi cette façon d'habiter la terre à travers les plantations qui est en cause, à travers ces espèces d'unités mixtes d'usines qui pompent, qui extraient des minerais, des plantes. Voilà. Et à tout ça, je propose le terme de nécrocène. Pourquoi? Parce que dans les critiques de la modernité, on va souvent opposer l'occidental, colon, européen, chrétien à l'indigène et autochtone. Et on a une critique de la modernité qui est très binaire. Et en même temps, qu'advient-il de ces millions, ces dizaines de millions de personnes noires africaines qui ont été transformées, qui ont été mises en esclavage, et qui n'ont pas seulement été mises en esclavage, mais qui ont été qualifiées de nègres? Et que le nègre est une construction. Il y a c'est une construction à la fois économique, politique, philosophique. C'est-à-dire qu'on va transformer les êtres humains en nègres. Mais ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas, et ça c'est ce que montre aussi, ou propose aussi quelqu'un comme Alice Walker, c'est que cette transformation d'êtres humains en nègres a été possible à la condition de transformer aussi des écosystèmes en nègres. Et c'est ce processus de négrification du monde sur lequel j'ai voulu attirer l'attention à travers ce terme de nécrocène. Alice Walker, elle dit clairement, on dit que le noir est le nègre du monde, on dit que la femme est le nègre du monde, mais en fait c'est toute la terre qui est devenue le nègre du monde. Et en fait, c'est-à-dire que on a conscience que ce qui a été fait à tel être humain est la même chose qui a été fait à la terre entière. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait, à travers cette politique coloniale, on a pensé qu'on pouvait exploiter de manière infinie la terre. Et pour rappeler cette histoire, il faut rappeler ce qui a été fait spécifiquement à ces personnes. J'ai proposé ce terme de négrocène, terme que
certains tenants de l'Anthropocène comme Paul Crutzen refusent de voir. Paul Crutzen, c'est l'un de ceux qui a mis en avant ce terme Anthropocène, qui se trouve aussi être un citoyen néerlandais, donc il n'est pas responsable de ce que les Pays-Bas ont fait, bien sûr, mais quand même, et c'est un très grand scientifique, prix Nobel de chimie, etc., mais quand même, il propose un discours sur l'histoire de la Terre et du monde qui fait totalement fi de l'histoire coloniale et esclavagiste de son propre pays. Les Pays-Bas, qui quand même ne sont pas, entre guillemets, sont pas à plaindre, ils ont eu des colonies en Amérique du Sud avec le Suriname, dans la Caraïbe avec Curaçao, Bonaire, encore aujourd'hui, en Afrique du Sud et en Indonésie. Et dès lors qu'il s'agit de parler ou de proposer un concept qui prend en compte l'histoire de ce qui arrive à la Terre, ben, bizarrement, cette histoire coloniale et l'histoire esclavagiste, on ne peut pas parler. Donc voilà un peu le débat dans lequel je m'insère et pourquoi je pose ces outils. Vous dites aussi en fait que le concept de l'écosystème permet de souligner les résistances, en fait, des luttes environnementales pratiquées d'en bas, où les subalternes justement. C'est ça en fait, c'est-à-dire que non seulement on fait fi de toute une histoire, mais en faisant fi de toute cette histoire, on fait fi des résistances, des créativités, des puissances qui ont été mises en avant par cette histoire. Et ça, c'est pas quelque chose qui est uniquement propre à l'écologie. On a bien vu comment la révolution haïtienne a été tronquée de la révolution française. C'est-à-dire que celles et ceux, les Noirs, qui d'ailleurs principalement des Africains, parce que c'est certains des marrons en Haïti qui ont mené la révolution haïtienne, étaient principalement bien en Afrique à ce moment-là. Ceux qui ont poussé le plus loin la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on leur a dit qu'en fait, non. En fait, votre histoire ne fait pas partie de ce qu'on peut célébrer par la Révolution française. Et pareil, si je peux revenir encore sur le cas du marronnage, parce que, et même du côté de certains historiens de l'esclavage, on a pensé le marronnage principalement comme une opposition à l'esclavage. Et c'est vrai, c'est une opposition à l'asservissement des corps, aux punitions, à ce système injuste, violent, quotidiennement violent. Mais c'est aussi une opposition à cette manière d'habiter la terre. C'est aussi une opposition à la plantation. La plantation, on prend une forêt, il faut s'imaginer qu'en 1492, bien sûr, ces espaces n'étaient pas pièges, il y avait des personnes qui habitaient et qui avaient aussi déjà façonné un peu ces espaces. Mais ils avaient façonné à travers une agriculture régulière et en rapport à la terre qui permettait de prendre soin de celles et ceux qui habitaient cette terre. On arrive, on rase tout, et on remplace des forêts par quelques denrées, par la canne à sucre, par le coton, par l'indigo, par le tabac. Les denrées qui n'ont pas vocation à nourrir celles et ceux qui habitent, mais au contraire à enrichir des actions. Et cette habité coloniale, pour info, continue encore aujourd'hui dans l'ensemble d'îles, notamment en Martinique, avec l'affaire du chlordécone et de certaines plantations de bananes. Mais les communautés marronnes qui sont créées dans toutes les Amériques, mais aussi au Cap-Vert, aussi à La Réunion, ont proposé, en plus de cette proposition d'esclavage, une autre manière d'habiter la terre. Là, on va avoir un mélange de certaines légumineuses, de certains arbres fruitiers, peut-être de certains animaux, peut-être de certaines plantes qui soignent. Et ce mélange qui a plusieurs noms, qui nomment au Brésil, par exemple, en espagnol, Maroon Camps en Jamaïque, on les retrouve partout aux États-Unis, montre en fait que pour leur liberté, ils ont inventé une autre façon de se rapporter à la terre. Même au point où, c'était le cas notamment en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi sur l'île, c'est-à-dire que les Marrons ayant compris que ces espaces étaient la garantie de leur liberté, ils ont fait en sorte que les concessionnaires qui voulaient couper ces forêts pour pouvoir faire plus de plantations n'y arrivaient pas. Donc ils s'opposaient. Donc en fait, de manière anachronique, ils devenaient les premiers écologistes du monde avant, on va dire, les Kalinago et les autres nations dites amérindiennes qui les ont aidés, qui les ont rencontrés, etc. Et du coup, cette double opposition à la fois au racisme de l'esclavage, à la fois à la violence de la vie coloniale, a été mise de côté. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ça fait qu'on n'arrive pas à penser finalement une justice climatique qui prend en compte les questions de racisme systémique. C'est ça.
Et du coup, qui est-ce qui incarnerait aujourd'hui la figure du nègre, la figure du négrier, par exemple? C'est ça, enfin, tout à fait. Et qui est qu'on pense encore dans cette attitude, c'est de dire, bon voilà, il y a une tempête climatique, on ne va pas chercher à vivre ensemble, au contraire, on va prendre cette tempête comme un prétexte pour se débarrasser de celles et ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas les mêmes dieux, qui n'ont pas la même religion, la même culture, et que, en fait, avec qui on n'a pas envie de vivre. C'est ça le discours raciste de certains présidents. Mais c'est aussi ça, cette espèce, quand on voit ce qui se passe dans la Méditerranée encore aujourd'hui, on voit que, que les rapports montrés par le négrier n'ont pas disparu. Ce ne sont pas des négriers, mais cette question où finalement on s'accommode de l'ensemble de nos trajets, c'est quand même assez révoltant. Je ne sais pas si vous souhaitez lire vous-même, mais moi je voulais un petit peu, j'ai été marquée par la page 106, en fait, où vous parlez des qui montre en fait que votre analyse n'est pas dans le passé, elle n'est pas passéiste en tout cas. Et donc voilà, je ne sais pas si vous souhaitez à partir de les hormones, de bon, Vous voulez que je vous dise? si vous le souhaitez, mais parce que tout à l'heure, j'ai dit sur un peu Si vous voulez. Moi, je vais lire en tout cas. Allez-y. Alors, les hors-mondes, ceux dont les survivantes sociales sont frappées d'une exclusion du monde et qui se voient réduits à leur valeur énergétique. Le nègre est blanc, le nègre est rouge, le nègre est jaune, le nègre est marron, le nègre est noir. Le nègre est jeune, le nègre est vieux, le nègre est femme, le nègre est homme. Le nègre est pauvre, le nègre est ouvrier, le nègre est prisonnier, le nègre est marron forêt, le nègre est vert plante, le nègre est bleu océan, le nègre est rouge terre, le nègre est gris baleine, le nègre est noir fossile. Les nègres sont les nombreux hors-mondes, humains et non humains, dont l'énergie vitale est consacrée par la force au mode de vie et manière d'habiter la Terre, donc d'une minorité, tout en se voyant refuser une existence humaine. Je trouvais que c'était une belle illustration de ce qui a été dit, et voilà, c'est aussi une manière particulière d'écrire. C'est aussi un des points que j'ai vraiment beaucoup apprécié de ces livres. Et en fait, vous soulignez également tout à l'heure, en fait c'est très drôle parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'être au monde n'est pas une donnée, je ne sais pas comment vous l'avez exprimé, et que j'ai écrit exactement la même chose, mais je ne savais pas. Mais pas dans le même contexte. En fait, en lisant votre livre, on se rend compte que non seulement être au monde n'est pas une donnée, que non seulement en fait, être au monde n'est pas une donnée, en fait, il y a aussi l'idée que l'on a accès au monde où on n'a pas. Il faut un accès au monde. Donc on ne vient pas, il ne suffit pas en fait de naître, il ne suffit pas de venir au monde. En fait, il faut aussi apparaître, il faut naître, et il y a toute une caractéristique, il ne suffit pas d'être là. Tout à fait. Et ce que j'appelle les hors-mondes, si on prend le cas de l'esclave dans les Amériques, ou dans les colonies françaises en l'occurrence, c'est extrêmement intéressant parce que l'esclave, on lui reconnaît, l'esclavisé, on lui reconnaît une existence sociale, même si on l'associe à des êtres meubles, en fait, qui sont passés en héritage, et ainsi de suite, mais on lui refuse expressément une existence politique. Dans le Code noir, dont le signataire principal à sa statue exposée devant l'Assemblée nationale de Paris, Colbert, dans le Code noir, on précise explicitement que l'esclave ne peut pas exercer une fonction politique. On dit clairement que s'il y a un procès, il peut être écouté en témoignage, mais ses paroles ne doivent pas être comprises comme des paroles. Donc c'est-à-dire qu'on a inventé le refus du monde, c'est-à-dire que tu ne peux pas
participer à l'élaboration, au design des structures qui organisent la manière d'habiter ensemble, la manière de vivre ensemble. Mais on a désigné ce refus du monde comme mode de relation. C'est-à-dire que le refus du monde, c'est pas uniquement consiste à dire bon voilà, je ne veux pas habiter avec toi, c'est notre confort. Au contraire, c'est que je t'amène au plus près de moi. C'est ça la cale du navire. On est en fait en dessous du pont, mais et on est maintenu sous le pont. Et c'est-à-dire qu'on maintient l'exploitation, on maintient finalement une présence des autres qui est désirée, mais désirée à condition qu'on dénie, qu'on continue de dénier la dignité, l'humanité de ces autres. Et ce rapport-là est encore présent pour l'ensemble de personnes aujourd'hui où nous parlons. Alors, si je voudrais encore, on peut dire un passage avant de poser ma question. Plutôt en fait dans le prologue, vous dites mon point de départ fut la Caraïbe et ses multiples expériences avec une accentuation particulière sur la Martinique, île où je suis née. Je parle d'abord en mon nom, depuis mon corps et les expériences de ma terre natale. Je, homme, noir, martiniquais, j'ai vécu les 18 premières années de ma vie dans la commune rurale de Rivière-Pilote et dans l'envie de Chauchère. Et les 16 suivantes en Europe, en Afrique et en Océanie. Je ne parlerai pas non plus à partir des catégories usuelles de l'homme, ou de l'homme avec un grand H ou l'homme petit h, comme nous y invite l'écrivaine péruvienne Sylvia Winter. Ma question est pourquoi est-ce qu'en fait cette partie est très bien située, est située à un endroit qui montre en fait qu'il y a une importance de la parole située. Cette importance de situer. Pourquoi est-ce que c'est si important de noter d'où l'on parle? Alors, à plein de niveaux, déjà il y a eu un moment, depuis plusieurs dizaines d'années, en sciences humaines et sociales, on reconnaît en fait il y a eu tout un travail sur l'objectivité, en fait, toute parole est située, et que souvent on a des paroles qui se prétendent hors sol, mais en fait qui ont un centre qui se cache. Et c'est précisément ce qui se joue dans certains discours écologistes global, en fait, qui n'est jamais situé nulle part, mais qui en même temps profite à certains et ne profite pas à d'autres. J'ai rarement entendu ou lu même, surtout chez les hommes, parce que notamment les écoféministes, elles le font beaucoup plus, qui commencent par se définir. Et en même temps, se positionner, en tout cas, c'est aussi un choix politique. C'est un choix politique, commence à dire, bah, voici la position où je parle, et que ce n'est pas la même chose, que une expérience compte, que vivre et grandir, naître au monde dans cette marginalisation de l'histoire qui a façonné ma terre, qui a façonné mes ancêtres, ça influe sur la manière dont je peux penser certains sujets. Et j'invite aussi toute personne à le faire. Et du coup, dès lors qu'on vit ça, alors en ce moment, c'est le débat assez pauvre d'ailleurs, mais qui bat son plein en France, c'est qu'on devient racialiste, on devient sécessionniste. Rappelons que le président de la France a dit que les universitaires, dans une interview qu'il a donnée, il a dit que les universitaires qui travaillent à la question raciale, en fait, ont voulu suivre un bon filon, voilà, et que ça peut donner lieu qu'au sécessionnisme. Donc, avec sa grande expérience de discrimination raciale, il se trouve légitime à dire aux autres comment ils doivent exprimer l'anti-racisme. Mais bref. Mais ce qui se passe, c'est que la catégorie homme dont je parle, et ça c'est ce que Sylvia Winter me fait très bien, c'est que c'est une catégorie occupée. De la même façon dont on va avoir une terre dans le territoire qui est occupée, c'est une catégorie qui se dit universelle, mais en fait qui est occupée par une certaine catégorie de la population. Et
De même que le mot écologie aussi. Je suis prêt, enfin, le nombre de fois où je parle à certains collègues ou amis, notamment depuis le Sud-Ouest, qui disent ah, mais comme écologie, ça sent tout de bon. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Et en fait, c'est une catégorie au même titre que l'universalisme, au même titre que l'autre, qui a été occupée. Après, personnellement, je trouve qu'on ne peut pas conserver ce terme qui, au fond, à la fois, qui se veut universel, mais en fait, désigne le mal de l'espèce humaine, pour désigner tout. Je pense que voilà. Et par rapport à l'écologie, il y a une bataille à mener, à se réapproprier en fait un certain nombre de questions et de ne pas les abandonner à un certain groupe. Du coup, cette situation que tu précises, elle permet aussi de changer ta perspective et ta vision de la modernité. La modernité n'est pas, comment dire, l'avènement d'un être humain conquérant et surpuissant. C'est plutôt, elle se passe, en tout cas, quand on vit, elle se passe dans la calme. La calme est une invention moderne. Cette calme, alors, et quand je parle de la calme des Vangéliens, je ne parle pas uniquement de l'invention de cet espace en bois à l'intérieur du navire. Je parle de l'invention de ce rapport aux autres. La calme, c'est un dispositif politique. Et ça, c'est la modernité qui a dû naître une partie de mes ancêtres. Et comme le rappelle très bien Christina Sharp dans ce bouquin de Wake, et une opposition aussi que fait Norman Adam, c'est-à-dire que Rousseau commence en disant tout homme est libre et égaux, mais se retrouve dans les fers. Bon, il dit c'est quoi le problème? Et en même temps, Christina Sharp et Norman Jarry montrent très bien que non, l'esclave, il naît esclave, ou plutôt l'Africain esclavagisé naît esclave. Et qu'il y a, et ça c'est la modernité, concrètement, a transformé les ventres de femmes noires en usines à neige. Ce qui entraîne un ensemble de réflexions, de stratégies, de pratiques pour se réapproprier ce corps, pour sortir de cette conception qui a été imposée par l'Économie. Et c'est ça la modernité aussi. Du coup, cette situation, elle permet alors de questionner le fait, comment, en fait, il y a une question qui me vient comme ça en discussion, c'est comment est-ce que peuvent coexister deux visions, mais on va dire deux mondes, comme ça, deux mondes où la gloire des uns est en fait le mépris de tout ce que tu se fait, par exemple. Pour moi, ça passe par la lutte, ça passe par le combat politique, ça passe par la justice. Je pense que, stratégiquement, il faut comprendre que tout le monde, y compris parmi, à l'époque, les Européens chrétiens, tout le monde n'a pas profité de ce système. Il y a des ouvriers à un moment donné en France qui ont aussi montré solidarité avec les personnes esclaves. Mais j'ai pas d'autre réponse que c'est un combat. En fait. C'est un combat, c'est aussi un livre de combat. Et peut-être que l'illusion serait de dire, en fait, on n'est pas obligé de se battre. Mais je crois que c'est un combat qui rend possible le monde. Ça ne veut pas dire que ça va rendre le monde certain. Mais c'est un combat qui rend possible le monde. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ne veulent même pas reconnaître cette scène. Aujourd'hui, en France, le président a dit on ne déboulonnera aucune statue. Donc en fait, on ne va pas réécrire l'histoire. En fait, il refuse le débat. Et le débat, c'est ce qui permet aussi de reconnaître cette commune. Alors, Barbara me parlait de ces comités de vérité et de conciliation qui sont mis en place. Je trouve ça excellent parce que ce que ça fait, c'est que ça commence, au-delà des désaccords, ça reconnaît une sorte de ce que Marcuse appelait une solidarité discursive. C'est-à-dire qu'on se reconnaît une scène, on se reconnaît au monde.
avec lequel on doit composer. On doit composer avec l'autre. Et là, on voit qu'en fait, il y a un refus de composition. Mais ce qui s'est passé dans l'histoire, et dans l'histoire de résistance anti-esclavagiste, c'est qu'à un moment donné, il y a des rapports politiques et de force, des rapports armés qui ont été tellement forts que la composition a été imposée. Certains marrons, notamment les marrons du Suriname, ils ont tellement humilié les forces coloniales néerlandaises qu'au final, les Néerlandais ont été obligés de discuter. Donc voilà, c'est un peu, et c'est là qu'on voit que, en tout cas, dans cette violence du système colonial esclavagiste, la réaction violente, la réaction armée, en tout cas, a été le préalable des discussions politiques. Enfin, dans les faits, c'est ça. Oui, vous avez un petit peu effleuré tout à l'heure, il y a du coup des choses qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas dans les recherches, la plupart du temps, on n'a pas l'habitude de voir ensemble, et qui sont tout à fait pertinentes, y compris dans les débats sur les questions de la colonisation de l'espace, ici en Belgique, et c'est en fait la justice climatique, les réparations et les restitutions du territoire. Oui, parce que dans cette double fracture qui est un peu au départ de mon livre, question environnementale, question climat, c'est aussi une fracture qui traverse la manière dont on pense le monde. Et vous voyez bien qu'à travers le terme de fantasmicène de Nécrocène, je montre que tout cela est imbriqué. La justice climatique est le côté, on va dire, environnemental d'une forme de critique de la modernité. C'est-à-dire qu'on reconnaît que les développements passés sont ceux qui vont impacter nos vies présentes et celles de ceux qui viennent après nous. Les gaz à effet de serre, certains restent une dizaine d'années dans l'atmosphère, ce qui fait que ceux qui réchauffent la planète, ce sont des gaz qui ont été émis il y a peut-être 10 à 20 ans. Donc, on arrive à penser cette justice transgénérationnelle au niveau environnemental. Par contre, les mêmes qui vont défendre cette justice transgénérationnelle au niveau environnemental ne vont pas la reconnaître au niveau politique et social. Petit rappel sur la question des réparations concernant l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, la deuxième, c'était une première en Haïti en 1793-94. La deuxième abolition de l'esclavage en France, c'est 1848. L'abolition, qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'une certaine oppression. Ce n'est aucunement une justice. Ce n'est pas une justice. L'abolition de l'esclavage n'est pas une justice. Au contraire, ce que je montre en livre, c'est que l'abolition a permis une sorte de libéralisation du marché du travail qui a donné lieu à la grande expansion impériale française et bien d'autres. On va étendre les plantations en Afrique, en Indochine, en Asie, etc. Mais pour arriver à l'abolition de l'esclavage, un certain Victor Schœlcher et bien d'autres ont fait en sorte que les maîtres, les possesseurs d'êtres humains, soient dédommagés de leurs pertes. C'est-à-dire que l'État a racheté une partie de mes ancêtres. Ce qui fait que l'abolition de l'esclavage a été possible à la condition d'une espèce d'augmentation du capital financier du État. L'histoire économique, aujourd'hui, nous permet de suivre ce qui est arrivé de ces sous. De savoir quelles sont les compagnies qui ont été créées, qui ont bénéficié finalement de cette institution particulière. Et ce travail de reconnaissance de cette histoire a été fait dans certaines parties aux États-Unis, a été fait par exemple par l'Université de Glasgow en Écosse, a été fait par la banque JP Morgan. Voilà. Mais pareil, en France, la question des réparations n'y parle pas. Et donc du coup, on veut réparer les torts environnementaux sans reconnaître les torts politiques et sociaux qui ont rendu possible ces torts environnementaux. Et c'est là qu'on est un peu en décalage. Et quand je défends la reconnaissance des crimes de l'esclavage et sous forme de réparation aussi, je défends aussi la reconnaissance des crimes qui ont été causés à tous les peuples premiers de la Terre. Il faut savoir que aujourd'hui, on reste dans une perspective qui est extrêmement exotique. On va voir l'indigène autochtone comme étant celui qui vit dans une sorte d'harmonie avec la nature, mais dès lors qu'il s'agit de reconnaître en fait les crimes coloniaux qui font que ces communautés ne sont plus, ou alors ont des taux de suicide énormes, ou ont des difficultés extrêmement fortes, une vulnérabilité particulière face au Covid, par exemple, là,
bouche cousue. Donc du coup, moi, je veux effectivement sortir de cette double fracture qui est maintenue dans ce... Parce que, et l'idée de sortir, c'est l'idée précisément de créer un monde où les dignités sont respectées. Et je pense que c'est un monde désirable, je pense que ça peut être bénéfique à bien plus de personnes que celui prédéfini. Comment est-ce qu'on peut étendre cette analyse que vous faites là? Vous parliez des peuples autochtones. Moi, est-ce que je pourrais, par exemple, faire un parallèle avec la question? Comment est-ce que je pourrais me sentir, moi, concernée? Enfin, on peut dire, oui, c'est quelque chose qui concerne spécifiquement les Amériques, etc. Quel est le parallèle que ça pourrait être fait? Alors, je pense que mon initiative a été, j'ai pris comme point de départ la Caraïbe, mais en fait, c'est juste, je me situe là, mais mon discours porte sur le monde aussi. Non, en fait, je vous provoque, j'ai vraiment envie j'ai envie que vous le disiez. Et l'un des exemples précis, c'est celui, par exemple, de restitution des objets des musées. Et il faut savoir que dans l'ensemble des musées européens, certainement en Belgique, alors demain, je vais visiter le musée de l'Afrique centrale. Voilà. Je vais voir, ça par exemple, Il n'existe plus, c'est l'Africa Museum. Non, c'est l'Africa Museum. D'accord. Voilà, je vais voir ce qu'il en est, mais réfléchissons à ceci. Je connais un peu moins la situation en Belgique, mais par exemple en France, on a 80-90% des pièces qui sont de culture africaine, mais aussi d'Asie, d'Amérique, qui sont concentrées dans un musée, le Louvre. Bon. Et en fait, là encore, on reste dans cette double fracture. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on va avoir des chantres de la biodiversité. Il faut qu'il y ait des espaces qui soient conservés partout. Mais en même temps, dès lors qu'il s'agit de penser la culture, on va avoir une centralisation de la culture dans certains espaces. Et bien sûr, avec tout ce qu'il y a comme condescendance coloniale, on ne veut pas restituer ces objets parce que les Africains, ça passe à se voilà. Et puis, c'est la propriété de l'État, c'est inaliénable, etc. Bon. Il y a des avancées, mais je pense qu'on ne peut pas créer un monde si on ne reconnaît pas certaines violences qui ont donné lieu à cette de fait, que les restitutions sont une forme aussi de reconnaissance de dignité, et puis précisément, qu'est-ce que ça ouvre comme monde? Ça ouvre un monde où on peut se balader sur la Terre et que, un peu ici, là, on trouve une poche de culture riche avec variée. Là-bas, on trouve une autre, pareil, une autre poche de culture, hein, d'autres musées. Et en fait, on a un espace qui ressemble beaucoup plus à ce que on peut appeler un jardin créole, avec ces mélanges hétéroclites, plutôt qu'une forme de monoculture de la culture. Une forme qui considère, voilà, le musée c'est là, c'est ici. Voilà. Et donc, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus, et je pense que c'est la base. C'est la base, on doit commencer par là, et au fond, c'est plus une sorte de réticence à une certaine identité que ce que se fait l'Europe, certains pays européens, que vraiment un coût considérable. Merci. Ouais, j'ai fini de torturer avec des questions, mais j'ai quand même envie de partager certains extraits, certaines impressions qu'on aurait pu avant de nous laisser. Alors, en fait, ce livre, c'est aussi un style d'écriture, mais aussi, comment dire, avant chaque chapitre, en fait, vous faites des voyages, des parcours d'un passionné, et ça donne ceci. Donc, dans le chapitre 1, la bouteille coloniale, une terre sans monde, conquérant. Le 21 mai 1776, le Conquérant, navire de 300 tonneaux, commence son œuvre au départ de Nantes, prenant la direction de l'Afrique de l'Ouest. Du mois d'août à octobre, en arpentant le golfe de Guinée, le Conquérant ausculte et choisit les corps matériels pour son chantier. Parmi les 400 pièces empaquetées dans la cale et l'entrepont, seuls 338 survivront à la houle sanguine de la traversée, atteignant Port-au-Prince le 9 janvier 1757. Après avoir écarté les mauvaises herbes, les forêts et les rouges amérindiens,
le conquérant enchevêtre le solide, maigre dans la charpente d'un invité colonial de la terre. Je suis à chaque fois très émue de lire chaque introduction comme ça. Et du coup, je voudrais aussi terminer en disant en fait que tout à l'heure, vous disiez que ce livre était un livre de combat. Moi, j'avais pensé en le lisant que c'était un livre de résistance et un livre de mal, en fait. C'était un livre de résistance à la vie coloniale, justement. Et c'est aussi donc un livre d'hommage à haute voix à ceux qui ont résisté avant vous. Et en cela, je pense qu'il est vraiment très important. Et ce qui me fait dire que c'est un livre de résistance, c'est que c'est un livre habité et pas seulement par vous. Je voudrais partager un dernier extrait à la page 413, qui est dans les remerciements, en fait, qui est tout lu, donc on ne va pas m'accuser. Vous dites à un certain moment, dans un monde moderne qui n'a cessé de rappeler l'infériorité de celles et ceux avec qui je partage une peau noire, c'est une tâche incommensurable de se découvrir digne d'amour, doué de paroles. Voilà, merci pour ça. Je crois que vous pouvez maintenant poser des questions. Qui commence les hostilités? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous rebondir ce que vous disiez sur. Je ne sais pas si vous avez ce que vous disiez sur l'écologie, le fait que c'est un mot occupé. En fait, c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion avec d'autres personnes en matinée sur le mot écologie, enfin, c'est des personnes noires. Sur l'écologie, quand ces personnes ne se connaissaient pas. Et en lisant votre livre, en fait, vous faites un peu des tableaux pour donner un mot vocabulaire. Et je voulais savoir si c'était aussi votre objectif que des personnes moyennes, des militants ou des gens qui se réapproprient ce vocabulaire pour se réapproprier en fait l'écologie, quoi. Et qu'on sorte des mots qui sont. Elle est consciente de l'imaginaire de l'écologie qui nous est imposé, qu'on s'est engagé pendant l'accident et qu'on se retrouve quelque chose qui nous fait. Moi, c'est plus une question justement sur. Alors, ça remonte un peu là-dessus, sur la pratique scientifique, puisque justement, l'écologie, là, on a parlé des outils, à quel point est-ce que les acteurs de terrain ont besoin de philosophie, à quel point est-ce que les acteurs de terrain, et je vais poser justement la question d'ingénieur, comment est-ce qu'ils ont besoin de philosophie, de parler de vocabulaire, mais voir, vu que l'écologie reste un combat aussi nécessaire, un combat sur la nature, sur le changement climatique, dans les pratiques de terrain, comment est-ce qu'on peut changer ça et comment, si c'est simplement par plus d'acteurs locaux, des scientifiques locaux, on va voir comment, dans une pratique scientifique, est-ce que juste la philosophie scientifique c'est suffisant pour savoir ce qu'on fait, pour voir ce qu'on fait. Ensuite, la philosophie des sciences, c'est aussi en fait il y a des technologies. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a moyen d'être acteur scientifique qui travaille dans la lutte contre le changement climatique? Je pense qu'il y a une grande discussion par rapport à toute la lutte écologique, enfin, qui empêche un peu la convergence de lutte. C'est aussi que l'écologie est surtout aussi un délit récupéré par les principales suspects. Et dont Unicor, là, spécialement, qui a sa vitrine dans le African Museum, justement, qui perpétue cette image de Unicor. Unicor qui est en fait le nom minière de l'Okatanga, qui n'a jamais changé. Et qui a donc sa vitrine à l'African Museum, qui perpétue une image de l'Afrique maintenant carrément assommée. On dit jamais de qui, mais
Et voilà, qui ne semble pas atteindre les luttes et décoloniales et écologiques ici. On n'en parle pas, peut-être parce que c'est une des entreprises qui rapporte beaucoup d'argent en Belgique. Et voilà, qui continue à être politique même ici, parce qu'elle est au milieu d'un scandale sanitaire ici en Flandre, où ils doivent évacuer toute une partie d'un village qui a trop de plomb dans le sang. Donc c'est une toxicité qui entre la Belgique et le Congo qui continue. Mais voilà, cette entreprise a toute une contre-propagande autour de l'écologie. Elle a fait des awards comme l'entreprise la plus écologique du monde, des choses comme ça. Continue à donner des conférences au Africa Museum autour de l'écologie, mais en fait, c'est beaucoup de savoir qui s'approprie de nous-mêmes, en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand le principal suspect quelque part? Une dernière question, monsieur, et puis Oui, merci. Moi, je voulais dire sur la question de Macron. Ce qu'on est savoir, c'est aussi la politique de l'homme là qui traîne des affaires pour éviter des embrasses, etc. Mais c'est que ton livre était plutôt tourné sur l'histoire, tu n'as pas fait tout ça, mais je pense que ça voudrait, tu vois, une société où en fait, cette logique de domination a été sédimentée pendant des siècles, et une déconstruction, ça ne devrait pas. C'est juste Alors, peut-être, vous pouvez juste me rappeler votre prénom, comme ça, quand je pose la question. Jonas. Francine. Laura. Alors, bon, il y a des questions qui se rejoignent, donc je vais essayer de répondre au fil de l'eau, mais effectivement, l'un des objectifs, c'est plus qu'un vocabulaire, c'est aussi mettre en avant d'autres concepts. Et puis, c'est dire tout bonnement qu'il faut que l'écologie sorte un peu de cet imaginaire de la blanchité. Tout simplement. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut déranger un peu cet espace qui devient rassurant pour certains, où on a depuis plusieurs années d'avoir une moindre diversité, où on n'est même plus habitué à la présence des autres. En début d'année, je vais donner 2 conférences à Lyon sur le thème. Une conférence mardi, jeudi, avec des étudiants panafricains, une société panafricaine. On est 150 personnes, 3 mois. Le lendemain, je vais donner une conférence dans une université. On est 200 personnes, 0 noir. 0 noir. Et quand je rentre dans cette université, alors déjà, j'arrive à rentrer au monsieur, est-ce que vous êtes des danseurs? Mais ils attendaient un danseur. On a un danseur de Saint-Michel, voilà. Sur l'écologie. Mais, et j'aurais pu remarquer qu'ils ont fait un événement qu'ils ont rendu public, c'était pas payant, c'était ouvert à tout le monde, et pourtant on se retrouve. Et qu'il faut à un moment donné briser cette séparation, briser cette fracture, et que ça ne soit pas uniquement en disant donc voilà, les portes sont ouvertes. Non, à un moment donné, il y a des rencontres qui doivent être faites, il y a des adresses qui doivent être données, des invitations personnalisées qui doivent être faites. Et cela ne se fera pas sans difficulté. Encore une fois, on va dire. Mais bon, j'ai eu des échos où on commence à se poser cette question, et les derniers mois, avec l'espèce de prise de conscience du Black Lives Matter Movement, a participé un peu à faire ça. Mais après, voilà, pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un travail que chaque parti écologique, chaque association doit faire, doit se positionner. Donc, ils ne peuvent plus rester neutres. Là, aujourd'hui, certains mouvements écolos en France ont encore du mal à condamner ouvertement l'attaque raciste qu'a subie Daniel Boone. Ou encore, c'est-à-dire qu'ils ont encore
ils ont encore du mal à prendre clairement position contre les violences policières, ou clairement position contre le racisme institutionnel. Et ça, c'est un problème. Donc il y a quelque chose d'interne qui doit être fait pour... Mais ça, c'est un côté de l'affaire. L'autre côté, c'est comment certaines communautés qui ont été marginalisées dans le mouvement écolo se constituent elles-mêmes en tant que mouvement écolo et revendiquent du coup aussi, parce qu'on ne peut pas rester là à attendre que ceux qui ont historiquement exclu une partie de ces qui nous ressemblent et qui disent qu'ils n'ont pas une place. Non, à un moment donné, on se situe aussi en puissance créatrice de réflexion et de travaux sur les questions économiques, parce que il y a un ensemble de chercheurs, de penseurs qui vont. Et puis aussi, il y a eu il y a eu des formes non seulement de biopiraterie, mais un ensemble de savoirs et de recherches qui ont été menées dans des pays du Sud et qui ont été présentés comme étant les recherches uniquement de chercheurs des pays du Nord. Le concept de biodiversité, par exemple, a été inventé à travers des terrains d'Amérique centrale et dans la Caraïbe, ou de hotspots. Mais la question, alors, effectivement, la question de la philosophie du combat, la philosophie de l'action concrète est importante. Pour moi, il n'y a jamais d'action concrète sans philosophie, sans action concrète. Et par exemple, on parle beaucoup, si on revient sur le changement climatique, parce que les mots comptent et les mots agissent, même si. Mais parce que ça oriente les politiques, ça oriente des budgets et ça oriente des actions. Et quand on dit lutter contre le changement climatique, c'est très bien. Très bien, ça rassemble, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. En fait, c'est même un discours qui peut être assez dépolitisant. Parce qu'on peut lutter contre le changement climatique en mettant en place une société totalement invivable, voire fasciste, qui perpétue des discours racistes aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, le changement climatique, déjà, on sait qu'on ne va pas y échapper totalement. Et la question qui est perdue quand on reste dans une approche très techniciste du changement climatique, si on se dit que l'objectif c'est 350 ppm, pour moi, non, c'est pas ça l'objectif. Ça peut être un élément d'objectif, mais l'objectif, c'est de quelle société de qui compose cette société-là. Et qu'on peut avoir tendance à perdre de vue cet horizon qui est celui du monde, à mon avis, derrière une stratégie, derrière une approche qui est aussi nécessaire, bien sûr, technique. Et du coup, là, pour le coup, la question à poser, mais quand vous dites lutter contre le changement climatique, vous voulez dire quoi? Pour qui? Comment? Qui va participer? Comment? En France, par exemple, la France a encore une solution des départements d'outre-mer. Nous sommes des départements sur 3 océans, hein, sur le Pacifique, l'océan Indien avec la Réunion, etc. On est ceux qui contribuent parmi le moins au changement climatique, pourtant, on est aussi tout à fait exposé à ces pollutions. En même temps, on a moins de budget et on a une invisibilisation structurelle. Un des piliers du mouvement écolo français était la critique de la technique, et particulièrement la critique du nucléaire. Comme vous le savez, j'imagine, la bombe qui a explosé à Hiroshima, l'uranium de cette bombe vient du Congo belge. Comment ça se fait? Mais ça veut dire qu'on a développé une critique de la technique qui fait fi des conditions coloniales de production de la technique. Les essais nucléaires en France, c'était Algérie. D'abord, puis après Polynésie, repris jusqu'en 95-96. Et aujourd'hui, les Polynésiens n'ont toujours pas reçu justice pour ce crime. Le fait qu'ils ont été des cochons d'Inde, en fait, de l'arme nucléaire française. Et d'ailleurs, Oscar Temaro a signé la Cour pénale internationale. Voilà. Donc, en fait, pareil, si on revient sur Greta Thunberg, mon action que je salue absolument, je pense qu'il faut politiser la question du climat. Vous avez sans doute peut-être ce qui est arrivé à Vanessa Nakata, le sommet de Davos, où à la suite du sommet, il y a 5 filles, 4 filles blanches, une fille noire, et comme par hasard, pour la question de composition, la fille noire est représentée. Et qu'est-ce qu'elle remarque? Enfin, ça, c'est
une manifestation de cette double fracture, c'est-à-dire qu'elle remarque que, à travers elle, c'est tout un continent qu'on a invisibilisé. Et ces mots ont été très clairs. Elle dit, après ce jour-là, j'ai compris ce que c'est que le racisme. Alors, sur la question du corps, moi, j'aimerais qu'on en parle un peu après, parce que ça m'intéresse beaucoup ce thème-là. Et effectivement, il y a du greenwashing dans tout. Enfin, il y a des sociétés, il y a des banques, etc., qui vont sponsoriser des conférences, qui vont faire un peu de choses. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que certaines communautés se dotent des données, des recherches, entre guillemets, des outils qui permettent de dénoncer ces états de fait. Et aussi de remarquer que tout le monde n'a pas la même possibilité d'action. C'est une sorte de capacité, mais c'est juste parfois dans certains pays. Enfin, voilà. Il y a des centres défenseurs de l'environnement qui sont donc là. Pareil, dans certaines situations, par exemple au Congo, c'est pas évident on n'a pas les mêmes capacités de démonstration de manifestation qu'on peut avoir ici. En tout cas, je parle de. Voilà. Ce qui veut dire que il est nécessaire de créer des alliances où on va agir là où d'autres ne peuvent pas agir, parce que souvent, par nos propres modes de consommation, finalement, on donne un accord tacite à l'ensemble des violences. Que ce soit le nucléaire, que ce soit la production de ce qu'on mange, que ce soit la production de ces téléphones portables, ordinateurs, etc., de ces prix électriques, et que voilà. J'en reviens au combat, quoi. Et sur la notion de Macron, en fait, alors, quelle forme prendrait la déconstruction précède une construction. Mais ça passe par une forme de déconstruction, ça passe par la demande de justice. Moi, je pense qu'il y a un tournant à prendre, mais qui ne va pas être pris par semaine. C'est parce qu'il y avait 80 000 personnes qui manifestaient devant le tribunal, c'était en juin, comment les choses ont commencé à se faire. Les formes de ce monde, je ne sais pas. Par contre, certains principes, moi j'ai un même histoire, c'est justice pour celles et ceux qui sont. Alors en France, vous savez que si vous êtes noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances de vous faire contrôler. Mais l'inverse aussi, enfin, il faut aussi penser l'inverse, c'est-à-dire que si on est blanc, on a 20 fois moins de chances de se faire contrôler. Que si on est noir ou arabe, on a du mal à trouver un logement. On a plus de mal, pardon. On a plus de mal à trouver un logement, on a plus de mal à trouver un travail. Et ça, c'était quelque chose qui a été pensé comme étant extérieur à l'écologie. Or, quelle est la racine du mot écologie? Oikos, foyer, la possibilité de fonder un foyer, la possibilité d'avoir une place sur Terre. Et là, de manière systémique, on a des personnes à qui on refuse systémiquement une place sur Terre. Et là, on est dans la continuation de la vérité coloniale qui dit en fait, je vais habiter qu'avec ceux qui me ressemblent. Et du coup, j'imagine un monde où on puisse trouver une place de manière égale, avec des dignités respectées, avec un espace public repensé. Je ne vois pas ce qui peut. Enfin, au contraire, je me dis, mais un pays qui se dit, voilà, les plus hauts idéaux d'antiracisme, de décolonisation, nous les portons. Ça fait pas mal, ça. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis associée féministe et ça va probablement je voulais savoir si en fait, il y avait une intention derrière de rompre quand même avec un certain académisme ou pas, ou si simplement ça a fait des trucs comme ça. Si derrière il y avait quand même une volonté de modifier aussi par rapport au Moi, je pose la question des droits de l'environnement qui souvent se portent sur le non-humain que vous avez mentionné dans la conférence, surtout le droit du sol, protection des eaux, droit à la forêt, et qu'un régime de responsabilité se met
par rapport justement à ce monument. Et je voulais savoir comment on peut penser à un droit environnemental qui justement réinsère l'humain dans la question, que ce soit au niveau social, au niveau de se dire qu'en fait, l'homme fait partie de l'environnement et comment le réinsérer pour justement avoir une justice écologique beaucoup plus aboutie. On prend deux questions. Moi, je voulais savoir comment vous définissez par rapport au mot économie et du coup le lien entre le mot écologie et l'économie. Et aussi parce qu'il y a une. Après, il y a un endroit qui m'intéresserait, mais qui est un peu trop loin. C'est le lien par rapport au bateau. Aujourd'hui, il est réalisé de manière très paradoxale. Se retrouve envahi de yachts privés qui sont la partie émergée de la liberté de la finance et où c'est à la fois un lieu où se trouvent des paradis fiscaux qui ne sont pas des villes qui sont économiques et coloniales. Et du coup, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez pensé par rapport à la recherche et si oui ou non, s'il y avait des personnes qui travaillaient spécifiquement sur ces questions. Alors, effectivement, donc si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que c'était pour le style, est-ce que je vais vraiment changer les choses? Est-ce que c'est juste par contre ou est-ce que vraiment derrière, parce que chez les écologistes, il y a une vraie intention de sortir un peu de la rationalité mécaniciste, qui elle-même fait partie d'un rapport au monde qui est complexe dans ce genre. Alors, je dirais c'est par sensibilité. Mais c'est une sensibilité qui nourrit le désir de changer. Et qu'en fait, alors, chacun fait son chemin pour arriver à certaines questions. J'ai fait mon chemin pour arriver aux questions féministes. Et c'est ce que j'essaie de montrer un peu dans le prologue, c'est qu'on peut très bien être antiraciste, anticolonialiste, etc., tout en reproduisant des schèmes totalement misogynes. Et l'une des personnes qui m'a permis de comprendre ça le mieux, c'est Wangari Maathai, la prix Nobel de la paix de 2004-2005, qui a créé cette synthèse verte en employant principalement des femmes. Et dans son autobiographie, elle parle de l'indépendance du Kenya, en montrant qu'il y avait deux factions qui s'opposaient, les factions qui supportaient les Rangers qui supportaient l'Empire britannique, et puis les factions Mao Mao qui supportaient l'insurrection anti-coloniale, et que les deux s'accordaient pour s'adonner à des violences sur les femmes. Là, j'ai compris que, en fait, il y a un problème, il y a quelque chose qui échappe. Pareil, quand on dit que l'abolition de l'esclavage a libéré, a donné le droit de vote aux anciens esclaves, en 1948, c'est faux, c'est pas bon que c'est un esclave homme. Et donc, j'ai compris qu'il y avait une question qui ne pouvait pas être subsumée à l'intérieur d'une autre et qui méritait un traitement. C'est pour ça qu'à plusieurs moments, j'ai vraiment essayé de rendre visible ça. Et rendre visible, ça ne veut pas dire que je vais résoudre, mais rendre visible, c'est pour moi la première. C'est une des tâches importantes, des préalables pour pouvoir changer les choses. Et puis en même temps, ça permet de révéler aussi des résistances aussi miraculeuses. Je parle par exemple d'une figure qui est assez controversée, mais qui est Harriet Beecher Stowe, cette femme qui a écrit La Case de Montréal, qui est un bouquin controversé, on peut en discuter, mais qui a écrit aussi d'autres choses, mais qui, depuis sa position de subalterne à l'intérieur des groupes dominants des blancs américains, trouve une façon d'aider ceux aussi qui sont esclavagisés, etc. Donc je trouve que c'est, voilà, faire simple, c'est pour changer une question, mais ça part de sensibilité. Sur la question du droit de l'environnement, alors, l'une des sources d'inspiration de ce livre aussi, c'est tous les mouvements qui ont eu lieu dans les années 70-80, qui ont commencé dans les années 70-80 aux États-Unis, autour de la question du racisme environnemental, notamment qui a donné lieu après à la justice environnementale. C'est un ensemble de groupes militants, d'ailleurs principalement des femmes aussi,
qui se rendent compte que systématiquement, les communautés noires et latinos étaient surexposées à des produits toxiques. Donc, ça rejoint un peu ce qui s'est passé. Et puis du coup, on montrait comment la pollution de l'environnement affectait de manière disproportionnée les minorités et les communautés populaires. En retour à ça, ils ont proposé l'idée même de justice environnementale vient de cette opposition au racisme environnemental. Je ne sais pas si le terme, si la question de justice environnementale ou racisme environnemental est monnaie courante en Belgique, on me dirait. En France, c'est pas du tout le cas, j'ai juste travaillé avec d'autres. Mais ce qui a été, c'est vraiment intéressant parce que au début, les universitaires ont dit bon voilà, aux États-Unis, là il y a du racisme, là il y a de l'esclavage, il y a ce truc qu'on appelle le racisme environnemental qui déplore les inégalités. En France, on parlait d'inégalité environnementale et le mot utilisé sur le mot racisme, on va mettre de côté. Et c'est une façon par laquelle ils ont tenté de faire rentrer l'humain dans la question environnementale. Et c'est quelque chose qui est extrêmement parlant. On voit aujourd'hui que, notamment dans les axes de France, un ensemble de quartiers populaires sont surexposés à de la pollution de l'air. Et ça, c'est une surexposition qui s'ajoute en fait à une survulnérabilité. La première canicule qui a eu lieu en France, il y avait des pourcentages, genre plus 100% de mortalité dans les personnes. On a vu encore ce qui se passe aux États-Unis face au Covid, où les catégories noires sont aussi, les personnes noires sont aussi en surmortalité. Enfin, tout ça c'est à repenser. Alors, sur le rapport économie-écologie, il y a un passage, il y a un chapitre de mon livre que j'ai intitulé exactement le paradis ou l'enfer des réserves. En parlant de Porto Rico, en fait, et que je montre même en fait, que l'idée même de paradis, finalement, souvent, comme l'a dit d'ailleurs Toni Morrison, entraîne un enfer c'est le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres. Et que, alors, rapidement, il y a des personnes qui travaillent sur les paradis fiscaux dans la Caraïbe. De ce que j'ai vu, je ne sais pas encore s'ils font le lien clairement avec le paradis fiscal des destructions environnementales. Précisément, cette idée du paradis qui serait à recréer, à alimenter l'ensemble de discours environnementalistes qui ont donné lieu à des violences sans nom. La mise en place des premiers parcs, des réserves aux États-Unis, s'est faite contre les peuples des Native Americans. Ça, c'est ce qui se passe à Porto Rico, mais c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud et régions. Et puis voilà, pareil, il y a aussi un imaginaire, enfin, c'est ce que j'ai vu aussi en Haïti, il y a un imaginaire à repenser, au fond, et même entre le couple économie et écologie, moi ce que je ramène à chaque fois, c'est la question du monde. La question du monde. Que l'économie en tant que telle ne crée pas le monde. Et l'écologie, en tout cas l'environnementalisme, ne crée pas un monde. Ce sont des éléments importants, mais il y a toujours cet espace collectif à créer. Et qu'on ne doit pas occulter parce qu'on a pris des mesures économiques, on va passer des taxes carbone, on va préserver tel espace. Non, la question c'est comment on vit ensemble. Est-ce qu'on veut vivre ensemble? Ça c'est Juste pour rebondir là-dessus, parce qu'en fait, c'est la définition de l'économie à l'origine. Et il y a souvent un problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, quand on entend le mot économie, en réalité, ça veut dire système économique néolibéral. Et là,
si on va dans le détail, j'ai été formé, j'étais un lecteur de Hannah Arendt, qui est l'une des maîtrises d'Aristote, et qui fait cette distinction entre l'oikos et la police, finalement. Et quand la police en tant que cité, en tant qu'association ou représentation de l'ensemble de l'oikos. Et du coup, quand je dis monde, je me réfère parfois à cette compréhension d'un espace qui est autre que l'oikos, qui peut être associé à l'économie, mais j'imagine que vous y connaissez beaucoup mieux que moi et que vous pourrez. Merci beaucoup, Maître Fabien. Merci d'être venu à Bruxelles. Je pense que moi, je suis en tout cas très heureuse de vous recevoir ici. Merci à PAC d'avoir pu collaborer sur cet événement. Nous sommes là jusqu'à 16h30, donc ceux qui n'ont pas encore vu la exemplaire d'une écologie décoloniale, c'est maintenant jamais. Non, c'est pas mal. Vous pourrez le retrouver avec l'image par la suite. Mais voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci à vous.